Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. Merci d'être avec nous, Claire Nouvian. Vous êtes membre de Place Publique. Vous êtes écologiste, c'est la première fois que vous venez nous voir. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Et ça va nous faire d'abord très plaisir que vous soyez avec nous. Réchauffement climatique, hein, faut pas blaguer avec ça. Faut arrêter de parler de réchauffement, on parle de changement climatique. Enfin, Changement. On fait déjà le petit ajustement sémantique une fois pour toutes. Vous avez raison. Ouais. Michel Chevalet va nous en parler, moi. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Ouais. Vous connaissez notre émission? Non, en fait, c'est une émission réelle. Tu vas être rassuré. Oui. Ah mais attendez, Pascal, vous voyez bien. là, vous posez Il y a aussi qu'on n'a plus de neige. Et vous aimez que si vous aimez comme un certain nombre de gens les prévisions millénaristes. En fait, vous êtes dingue. Mais si vous ne me laissez pas parler, Allez vous cultiver scientifiquement. non mais ça va pas là. S'il vous plaît, C'est vous qui êtes dingue là. Je voudrais C'est vous qui êtes folle là. C'est vous qui êtes dingue. Non, bah arrêtez aussi. Mais ça suffit. En fait, depuis tout à l'heure, elle prétend. Vous laissez, voilà, vous laissez parler. Enfin, les émissions conduisent à une accumulation de CO2 dans l'air à cause de cette très longue durée de vie. Et là, vous voyez la quantité de CO2 dans l'air mesurée en millilitres par mètre cube. On appelle ça des parties par million. Et vous voyez par exemple une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur la variation de la concentration. Ça ne sert à rien. Ici, vous avez une courbe qui vous donne par rapport à il y a un siècle la façon dont la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie, enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc., juste à 1. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Hein. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Hein, de toute façon. Maintenant, je vais vous parler un peu des conséquences du changement climatique et je vais commencer par une comparaison que j'aime beaucoup et que je vous montre maintenant, qui va vous donner, j'espère, un début de visualisation de avec quoi nous sommes en train de jouer. J'aime beaucoup cet exemple parce que quand on parle à nos sens, une variation de température de quelques degrés est un non-sujet absolu. La température extérieure à Genève aujourd'hui a probablement varié de plus de 10 degrés entre ce matin et cet après-midi. Hein, on ne doit pas être loin de 15. Ça vous a fait, alors pardonnez-moi l'expression, ni chaud ni froid, enfin, au sens de vous étiez vivant ce matin, vous êtes vivant cet après-midi, la température en extérieur a changé de 15 degrés, donc changer la température planétaire de 3 degrés, so what, quoi, je veux dire, c'est quand même juste pas un sujet. Bon. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est que une moyenne et une valeur individuelle, c'est pas du tout pareil, parce que pendant que ici c'est le jour et que la température se réchauffe, en Australie c'est la nuit et la température s'abaisse. Pendant que ici, c'est l'automne et la température descend, en Australie, c'est l'arrivée du printemps puis de l'été et la température monte. Alors en Australie et surtout l'océan austral. Et en fait, la moyenne planétaire, elle varie pas du tout de 10, de 15 ou de, vous allez voir, 4 degrés tous les 4 matins. C'est pas du tout ça. Donc en fait, il faut bien raisonner, quand on parle de la variation de la moyenne, il faut bien comprendre que ça ne désigne pas du tout la même chose qu'une variation locale et instantanée, même si on parle de température dans les deux cas de figure. Voilà à quoi ressemble l'Europe. Alors quand je dis actuelle, c'est déjà plus actuel. C'est l'Europe, il faut à chaque fois il faut que je pense à changer cette légende. L'Europe de la fin du XXe siècle ressemblait à ça. C'est-à-dire que dans l'Europe de la fin du XXe siècle, vous avez des conditions climatiques qui font que si on ne coupe pas les arbres pour y mettre autre chose à la place, des champs, des routes, des écoles ou des banques,
Eh bien, nous avons en Europe des grosses espèces végétales qui sont capables de pousser, c'est-à-dire des arbres. Donc ça veut dire qu'il fait suffisamment humide et suffisamment doux, ni trop froid, ni trop chaud, pour que prospèrent des grosses espèces végétales. Quand nous sommes au nord, ici, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez ça, et quand on est à l'est, ici, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres. Mais sinon, partout ailleurs, vous avez des arbres. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors l'Europe il y a 20 000 ans est très différente de l'Europe d'aujourd'hui, et on se situe dans un contexte où en fait elle est beaucoup plus froide, parce que à cause du mariage à 10 tumultueux que nous avons dans le système solaire, eh bien, en fait, l'orbite de la Terre n'est pas constante au cours du temps parce que nous subissons l'attraction de Jupiter et de Saturne. Et l'attraction de Jupiter et de Saturne conduit l'orbite terrestre à ne pas être constante au cours du temps, elle est déformée au cours du temps. Et cette déformation de l'orbite terrestre a notamment causé les grands cycles glaciaires interglaciaires à l'échelle de la centaine de milliers d'années sur les 3 derniers millions d'années. Hein, donc ça, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, mais c'est 100 000 ans dans un sens, 20 000 dans l'autre. Donc il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors il n'y a pas de financiers suisses parce que vous voyez que les Suisses sont sous la glace là. Voilà, donc le problème est réglé de ce côté-là. Il n'y a pas non plus le fonds souverain norvégien, puisque les Norvégiens sont sous la glace, comme vous pouvez le constater là. En fait, la Scandinavie est sous 3 km de glace. Les glaciers des Alpes ont pris une importance considérable, nous laissant, au moment où ils ont disparu, la haute vallée du Rhône. Et vous voyez également que pour les Français, la très bonne nouvelle, c'est que les Irlandais et les Écossais ont disparu du tournoi des 6 nations, qui est également un avantage considérable. Donc vous voyez que le paysage est très différent. Pour faire ce gros glaçon qui est là, et ce gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est posé sur le Canada, qui est totalement englacé, 3 km de glace aussi, plus le Groenland, etc., il faut de l'eau. Comme dans votre frigo, vous n'avez pas de glaçon sans eau. L'eau est venue en totalité de l'océan, parce que donc il y a eu un transfert d'eau. Et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc vous n'avez pas Monsieur Bourgnon, n'importe lequel des deux, qui gagne une régate transmanche, puis c'est plus de manche. Le climat est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Et en fait, il est beaucoup plus sec parce que beaucoup plus froid. Vous le savez aussi, vous habitez pas très loin des montagnes. Quand le climat est beaucoup plus froid, en général, il est sec, parce que dans un climat froid, vous avez moins d'évaporation. Et par ailleurs, la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très froid est beaucoup plus faible que la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très chaud. Donc un climat beaucoup plus froid est un climat beaucoup plus sec. Du reste, l'Antarctique est un des endroits les plus secs au monde. Et dans cet écosystème beaucoup plus hostile, où l'essentiel de la végétation européenne ressemble à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle, eh bien, la population française est inférieure à la population genevoise, de beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que l'écosystème France est capable de fournir à des animaux en bout de chaîne alimentaire que sont les hommes, c'est la capacité à nourrir 100 000 personnes. Donc vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents. Et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. De combien? Eh bien, cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Quoi? Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre, qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors avant de rentrer dans les détails, maintenant je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle fait que la valeur des actifs que vous gérez sera le cadet de vos soucis. D'abord, il n'y aura plus d'actifs à gérer, parce qu'une bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, les autres sont en dictature. Enfin voilà, c'est évident que c'est le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable, et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend, et surtout les gens qui vont nous suivre, parce qu'à la limite, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont comme moi quelques cheveux blancs. Bon, s'ils meurent demain matin, ils en ont bien profité à la limite. Hein. Ils sont au-delà de l'espérance de vie de l'humanité qui était la sienne en 1900, ne serait-ce qu'en 1900. Hein. Je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en 1900 en France était inférieure à 50 ans. Donc tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la salle, ils ont déjà beaucoup plus profité de la vie que l'essentiel de l'humanité qui nous a précédés. Hein.
Donc, mais là, on est en train de parler de nos gosses et de nos petits-enfants, quoi. J'ai envie de dire, c'est d'eux dont on est en train de parler, et eux n'ont pas tous 50 ans. Donc voilà de quoi il est question. Alors maintenant, un peu quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique, vous avez les sources. Hein. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés, en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous rentrez, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie, d'accord? Parce qu'on peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Voilà. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui y habitent là, ils ne vont pas rester là. Hein. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitation constante, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Et puis quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, c'est le printemps arabe empire qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc les millions de réfugiés en Europe, c'est marrant parce que je suis passé juste avant à une émission de radio, on m'a demandé ce que je pensais de la votation qui allait être proposée aux Suisses sur l'immigration. Alors ma réponse a été, la pression extérieure va augmenter de toute façon à cause de ce problème-là et d'autres problèmes, et si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont de l'émigration possible à vous proposer, plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici, parce que ça résistera qu'un temps, quoi. Hein. Là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols et du coup l'évolution des rendements agricoles derrière. Et je vais aller directement à ce graphique qui date d'il y a un an plus ou moins, qui vient du GIEC et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très très bien. Nous, on a coupé la tête de notre roi. On le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans le gala. On est obligé d'élire un président pour ça. Alors quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais que je vais vous dire tout de suite. Dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être, à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 €, donc 2 actions me coûtent 200 €. D'accord ? Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui, lui, n'est pas linéaire. Donc, beaucoup de gens se disent 2 degrés, c'est 2 fois plus grave que 1 degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température. Ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors, si vous avez une élévation de température de 1 degré, vous êtes un peu mal foutu,
Bon, c'est pas trop grave. Si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien, pour la planète, c'est exactement pareil. Donc 2 degrés, ce n'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré. Et 3 degrés, c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré. D'accord ? Donc l'élévation, là en ce moment, vous avez déjà plein de coraux qui souffrent, à 2 degrés, ils sont tous morts, par exemple. Hein ? Donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coralliens aujourd'hui, alors peut-être qu'elles arriveront à aller ailleurs, je ne sais pas où, mais si elles n'y arrivent pas, disparaissent. Hein, voilà un exemple parmi d'autres. Donc il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi-degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables peut être égal à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Je le redis, il ne vous aura pas échappé qu'une petite partie de l'Australie a brûlé il n'y a pas très longtemps. En fait, la partie de l'Australie qui a brûlé est très nettement supérieure à la superficie de la Suisse. Donc on a une petite moitié de la France en forêt qui a brûlé en Australie. En Sibérie, c'est à peu près pareil. Il y a eu des températures totalement hallucinantes proches du cercle polaire au dernier printemps, avec des feux absolument partout. En ce moment, c'est en Californie qu'ils sont en train d'y passer à leur tour, ainsi qu'au Brésil, ainsi que dans une partie de l'Afrique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le résumé de ce que je suis en train de vous dire. C'est la propension à brûler des forêts françaises à la fin du XXe siècle et en 2040. Donc, en gros, et ça, c'était une simulation il y a quelques années, c'est probablement en train d'aller plus vite que ça. Ce que vous voyez, c'est qu'en gros, en 2040, n'importe où en France, ça pourra brûler comme ça brûle aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, enfin, sur la côte méditerranéenne, ou à peu près. Donc, dans l'arrière-pays, dans la région parisienne, ça brûlera comme dans l'arrière-pays provençal aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le réchauffement climatique était un réchauffement près de la surface. Hein, on intercepte les infrarouges planétaires près de la surface, donc on réchauffe la température près de la surface. Mais si on intercepte les infrarouges rayonnés par la surface près de la surface, du coup, il y a moins d'énergie pour chauffer la haute atmosphère. Il y a moins de rayonnement à intercepter dans la haute atmosphère. Donc le réchauffement climatique, et c'est induit par le supplément d'effet de serre, et c'est une de ces marques de fabrique qui permet de le différencier de manière très nette du réchauffement dû à la variation de l'activité solaire, c'est qu'il conduit à un refroidissement de la stratosphère. Donc quand c'est l'effet de serre qui augmente, la température au sol augmente, la stratosphère se refroidit. Quand c'est le soleil qui est plus actif, la stratosphère se réchauffe, parce que dans ce que le soleil nous envoie, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par l'ozone de la haute atmosphère, et si le soleil est plus actif, il nous envoie plus d'ultraviolets, et la haute atmosphère absorbe plus d'ultraviolets, et elle se réchauffe. Donc quand la stratosphère se réchauffe, c'est la faute au soleil. Quand la stratosphère se refroidit, c'est la faute des hommes. Et en ce moment, la stratosphère se refroidit. Depuis qu'il y a des ballons-sondes qui vont mesurer sa température, on sait que la stratosphère se refroidit depuis les années 70. Donc on est absolument certain que ce qui est en train de se passer, c'est le supplément d'effet de serre et que le soleil n'y est pour rien. Il y a d'autres marqueurs qui permettent de le dire. Et ça, c'est un marqueur absolument garanti sur facture. Tous ceux d'entre vous qui ont fait du planeur ou du parapente le savent, quand les jours d'été, vous avez un sol très chaud et une stratosphère bien froide, eh bien à ce moment-là, vous avez des courants convectifs particulièrement puissants et vous pouvez aller vous balader au-dessus du Weisshorn, comme je l'ai vu cet été. Eh bien, c'est exactement pareil avec les mouvements convectifs qui mettent en route les ouragans et les tornades. À partir du moment où vous avez une température de surface qui est plus élevée et une température de la stratosphère qui est plus basse, vous avez un différentiel de température entre les deux qui augmente. Et ça augmente la puissance de la pompe convective qui met en route les ouragans, les orages et les tornades. Donc, la logique veut que les phénomènes extrêmes soient amenés à s'intensifier. Alors, dans les phénomènes extrêmes, là, je vous parlais mais il y a aussi les vagues de sécheresse, il y a aussi les inondations, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Depuis qu'on les mesure, on constate que l'intensité a tendance à augmenter. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre et à partir de maintenant, il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse. Parce que les processus la fonte du Groenland crée des tas de processus d'amplification de sa propre fonte. Le premier processus d'amplification, c'est qu'à la surface du Groenland, amenée par le vent, vous avez des poussières. Quand la neige fond, les poussières se concentrent, parce que les poussières ne fondent pas. Ça rend la surface plus sombre.
et donc elle absorbe plus de rayonnement solaire, et donc elle fond encore plus. Le deuxième processus, c'est que si c'est la surface qui fond, quand la surface fond, l'altitude de la calotte baisse, parce que vous avez un peu moins en surface, et vous savez bien que quand l'altitude baisse, la température ambiante augmente. Donc ça fond encore plus vite. Et enfin, il y a un troisième processus qui amplifie la fonte, c'est la fonte de la banquise. Alors la banquise ne fait pas élever le niveau de l'eau en elle-même, puisque le glaçon est déjà posé sur l'eau. Mais par contre, si vous faites fondre la banquise, vous remplacez une surface très réfléchissante, qui est la glace, par une surface très absorbante, qui est l'eau océanique. À ce moment, plus de rayonnement solaire est absorbé, et à ce moment, la température ambiante de la calotte augmente, et la calotte fond encore plus vite. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc de toute façon, la calotte groenlandaise, elle est partie pour fondre et contribuer pour n'importe quoi entre 3 et 6 mètres à l'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. De toute façon, ça, le coup est parti. Et il y a probablement un processus identique qui est en train de se mettre en place sur la calotte antarctique de l'Ouest. Alors la calotte antarctique de l'Ouest, c'est cette partie-là. Il n'y a pas vraiment d'Ouest en Antarctique, puisqu'on est centré sur le pôle Sud. Mais cette partie-là, il y a un certain nombre de signaux assez inquiétants qui montrent que les glaciers sont en train de fluer beaucoup plus rapidement vers la mer. Cette calotte est posée pour l'essentiel, comme une bonne partie de celle-là aussi, mais sur un socle rocheux qui est sous-marin. Et donc, ça peut être également attaqué par la mer par en dessous. Quand elle se réchauffe, enfin bon, bref, il y a tout un tas de processus qui là aussi s'amplifient les uns les autres, et il y a un vrai risque que ce truc-là se désagrège et contribue pour 6 mètres d'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. 6 plus 3, ça fait 9, plus la dilatation, et ben ma foi, dans quelques siècles, on pourrait avoir le nord de l'Europe qui ressemble à ça. Alors bon, vous me direz, les Suisses, on s'en fout, nous, notre littoral maritime est réduit à une expression assez simple. Je le redis, si ça se passe en Europe du Nord, je ne pense pas que la Suisse restera indemne des conséquences qu'il y aura en Europe au sens large. Alors c'est pour dans longtemps, enfin on pense que c'est pour dans longtemps. Cela étant, il y a des conséquences très amples comme ça dont le doigt sur la gâchette est en ce moment. À fin 2018, l'espèce humaine avait rajouté 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, nous avons déjà signé pour 1,5 degré de réchauffement. Dit autrement, si j'arrête les émissions demain matin, de toute façon, la planète se réchauffera de 1,5 degré. Donc, quand ou Madame Hidalgo ou n'importe laquelle ou lequel de ses collègues dit on va réussir à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est pas possible. Pour ça, il faut tuer tout le monde et ne plus rien émettre à partir de la semaine prochaine. Donc les 1,5 degrés, parfois avancés dans des discours politiques, physiquement, ils sont morts. C'est terminé. Ils sont morts. C'est fini. Les 1,5 degrés, on va se les prendre de toute façon dans les 20 ans qui viennent, quoi qu'on fasse. Même si on arrêtait d'émettre demain matin. Si on veut se limiter à 2 degrés, ce qui se trouve aussi dans les discours de Madame Hidalgo, eh bien à ce moment, il faut que l'espèce humaine, donc pas juste les Parisiens, se limite à 3000 milliards de tonnes de CO2, dont 2250 ont déjà été émises. D'accord ? Donc vous êtes allé au casino, vous aviez 3000 €, vous en avez déjà paumé 2250. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne vous en reste plus que 750 à paumer. Hein ? Si je suis cette trajectoire, ça veut dire en particulier, si j'ai une évolution continue sur les émissions, que les émissions planétaires doivent être divisées par 3, je dis bien par 3, d'ici à ce que les gens dans cette salle n'aient même pas mon âge, dans les 30 ans qui viennent. D'accord ? D'ici à ce que vous n'ayez même pas mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Je vais vous le dire maintenant autrement, pour ceux d'entre vous qui sont des rois d'Excel. Si vous demandez à Excel de vous faire la racine 30e d'une division par 3, vous prenez Excel, vous lui demandez 1/3, ça fait combien, la racine 30e ? Et bien Excel va vous dire que ça fait de l'ordre de 0,96 de mémoire, ou 0,95, mettons 0,95. Ce qui veut dire que le fait de tenir les 2 degrés suppose qu'à partir de la semaine prochaine, les émissions planétaires baissent de 5% par an. Donc tous les ans, les émissions doivent être inférieures de 5% à celles de l'année précédente. Or, il se trouve qu'une baisse de 5% des émissions planétaires, c'est ce qu'on aura en 2020 à cause du Covid. Donc il faut un Covid supplémentaire tous les ans. Supplémentaire. Tous les ans. Pour qu'on tienne la limite des 2 degrés. Voilà, c'est ça la promesse politique quand on vous dit on va tenir les 2 degrés. Alors vous comprenez bien que ça va être un peu compliqué à faire avec le consommateur qui reste assis dans son fauteuil
et les politiques qui se contentent de faire de grandes déclarations, puis derrière de faire l'exact inverse de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. C'est pas vraiment avec des chèques à Air France et à Renault qu'on va y arriver. Ce qu'ont fait les énergies fossiles, c'est qu'elles ont permis de mettre au travail à notre place, parce qu'avant qu'on ait du gaz, du charbon, du pétrole, on utilisait nos bras, nos jambes, un peu les animaux de trait, un peu le vent dans les voiles pour les bateaux, etc. Et puis avec le gaz, le pétrole, le charbon, on a réussi à mettre au travail des machines à notre place. Maintenant, c'est des machines qui cultivent, c'est des tracteurs qui cultivent dans les champs, et c'est des usines d'engrais qui font les engrais, c'est-à-dire qui font... pardonnez-moi l'expression, la merde du cheval à la place du cheval. Quand vous êtes dans une usine, ce n'est pas les ouvriers qui travaillent. Les ouvriers donnent des ordres à des machines qui font vos vêtements, vos tasses, vos cuillères, vos tables, vos mètres carrés de logement, etc. Et plus on a d'énergie, plus on peut mettre de machines au travail, et donc plus on peut produire par personne. Et c'est très exactement ça qui a été l'essor de la civilisation industrielle pendant les 2 siècles qui viennent de s'écouler. Donc plus d'énergie fossile, c'est plus de transformation, plus de machines qui travaillent. Plus de machines qui travaillent, c'est plus d'objets, donc plus de consommation, donc au sens où on l'entend habituellement, plus de richesse. Et donc, voilà. Donc, mais on appauvrit le patrimoine naturel en même temps. Et donc, si vous faites un compte de patrimoine avec les objets artificiels créés par l'homme et la nature qu'on a reçue gratuitement en héritage, là, le bilan est moins clair. Voilà, vous dites PIB égale CO2, donc s'il y a moins de CO2, bah forcément, il y aura moins de PIB. Hein. Donc, les années de stagnation économique sont devant nous. Dit autrement, la croissance verte, ça n'existe pas pour le Voilà, moment. exactement. Alors, il va falloir quand même changer nos habitudes, parce qu'il y a urgence à réduire les émissions de CO2. Alors, quelques pistes. La voiture électrique qui remplacerait la voiture à explosion, où l'on brûle du pétrole. L'électricité, ça ne pollue pas, ça? Ça dépend comment vous la faites. En France, où on a une électricité qui fait très peu de CO2, puisque en France, vous avez les 3/4 qui viennent du nucléaire, sur lequel on peut dire des tas de choses, on en parlera peut-être après, mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne fait pas de CO2. Les panaches blancs qu'on voit au-dessus des grandes tours de refroidissement, c'est juste de la vapeur d'eau. Vous savez ça dès que vous avez une centrale dans laquelle vous avez beaucoup de chaleur. Les centrales à charbon américaines ont les mêmes tours avec les mêmes panaches blancs au-dessus. Donc vous pouvez la faire avec du nucléaire en France, 75%, avec de l'hydroélectricité, 15%, avec de l'éolien, 5%, tout ça ne fait pas de CO2. Il reste un petit quelque chose qui fait du CO2, charbon et gaz. Mais si vous allez en Allemagne, la moitié est faite avec du charbon. La moitié de l'électricité allemande est produite avec du charbon. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Oui, et ça n'a pas beaucoup changé avec ce que les Allemands ont fait sur les 10 dernières années. Et si vous allez en Chine, c'est 80% de l'électricité qui est faite avec du charbon. De telle sorte que si en Chine, vous utilisez une voiture électrique de masse et de puissance comparable à une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, vous allez émettre plus de CO2 par kilomètre et pas moins. Donc ce qu'il faut, c'est produire de l'électricité propre. Alors vous avez parlé sans carbone. Nucléaire, sans carbone. Donc le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. Vous dites d'ailleurs, ça devrait être l'objectif de la COP21, éradiquer le charbon. J'en viens à une façon de faire de l'électricité propre, l'éolien et le solaire. C'est ça la clé, l'avenir. Alors, ça pourrait être l'avenir si ça ne se heurtait pas à un obstacle qui est un obstacle physique. Extraire de l'énergie de l'air en mouvement, ce qui est le but de l'éolien, c'est beaucoup plus difficile que d'extraire de l'énergie d'un gisement de pétrole. Le pétrole est déjà concentré sous terre, c'est très facile, ça coûte pas cher. Ça coûte 30 fois moins cher d'extraire du pétrole du désert saoudien que d'extraire de l'énergie du vent. 30 fois moins cher. Si vous utilisez des énergies diffuses, donc vous allez avoir besoin de très gros investissements pour obtenir la même quantité d'électricité que si vous utilisez des énergies concentrées, bien sûr, comme du charbon si ça fait du CO2 ou comme du nucléaire si ça n'en fait pas. Bien. Et en France, si vous voulez remplacer le nucléaire par un ensemble éolien, solaire et stockage, parce qu'il faut pouvoir faire cette émission de télévision même l'hiver quand il n'y a pas de soleil et même un jour où il n'y a pas de vent. Là, si vous rajoutez la fonction stockage, la fonction système, on va dire, en gros, vous avez besoin d'investir 10 à 40 fois plus si vous faites un ensemble totalement éolien, solaire et stockage que si vous faites le système actuel. Alors voilà, vous dites donc le solaire ou l'éolien, c'est 10 à 40 fois plus cher que le nucléaire. Et donc vous dites, au fond, on a faisons le nucléaire. C'est 10 à 40 fois plus d'investissement. Alors le nucléaire, 2 objections. La première, Fukushima. C'est rigolo. Alors Fukushima est quelque chose qui a fait très peur et en fait qui n'a pas fait... Pardon, un accident nucléaire, c'est une catastrophe. Je vais y venir. Le charbon tue chaque année 300 000 personnes dans le monde. 300 000 personnes. La ville de Grenoble est éradiquée tous les ans, le charbon. La voiture tue 1 million de personnes par an, tous les ans, dans le monde. La cigarette, c'est du même ordre de grandeur. Fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus de radiation relâché dans l'environnement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Nations... Fukushima, pas un mort? Non. 0 mort, Fukushima? Non, et c'est les Nations Unies qui le disent.
Vous êtes sûr de ça? Ah, je suis sûr, parce que c'est les Nations Unies qui le disent. Vous avez, et j'en parle aussi dans ce livre, un organisme onusien qui s'appelle l'UNSCEAR. Le nom est barbare. Ça veut dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. C'est la même chose que le GIEC. Le GIEC étudie le climat. Il a été créé en 88. L'UNSCEAR étudie la radioactivité, créée en 55. L'UNSCEAR a rendu en avril 2014 un rapport sur Fukushima en disant « Fukushima ne fera pas un mort à cause du surplus de radiation ». Mais on comprend rien, vous êtes insupportable, franchement. Allez, on rend l'antenne. On rend l'antenne. Je pars en week-end.